Donc, bienvenue à votre introduction de React. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est deux éléments fondamentaux. Puis, on va voir aussi comment utiliser ces tutoriels puis ces documentations-là pour apprendre la librairie de React. Donc, si on se donne un petit historique, on s'était dit dans le web moderne, on sait qu'on veut des applications qui sont interactives. Donc, l'interactivité vient du JavaScript dans nos browsers. Donc, les nouveaux frameworks sont créés dans ce langage-là en JavaScript pour être capable de gérer les différentes interactions qu'une application moderne peut demander. Si on a toujours l'exemple monolithique qui est Facebook, qui nous permet de faire plein de choses, d'avoir de l'interaction, de chatter, d'avoir un fil de nouvelles infini, toujours en restant sur la même page web. Donc, il n'y a pas de nouveau fichier HTML qui est demandé à un serveur. C'est purement à l'intérieur de la page web qui se passe des interactions, des requêtes, des informations qui se propagent, puis qu'on est capable de gérer ça. Donc, justement, la compagnie Facebook a créé le framework React qui va nous permettre de faire ça pour toutes nos pages web. Donc, React se veut être une technologie de front-end, donc qui va gérer l'affichage de la page web. En ce moment, on va juste travailler avec cette partie-là, fait qu'il n'y aura pas encore de transactions dynamiques avec un serveur, puis des données, puis des bases de données. On va garder ça pour plus tard dans la session. Là, on va vraiment se focusser sur le principe de « je veux avoir des pages web qui sont interactives avec du code à l'intérieur ». Fait qu'on va aller regarder le tutoriel qui vient avec ça, puis on va le suivre ensemble, puis moi je vais commenter qu'est-ce qui se passe. Parce que habituellement, quand on veut apprendre une nouvelle technologie, il y a toujours deux parties à l'intérieur. Il va y avoir une partie qui est la documentation, donc qui est très profonde, qui est très complexe, mais souvent il va y avoir un exemple ou un tutoriel qui va te montrer les grandes lignes. Donc c'est toujours utile d'aller regarder le tutoriel d'une technologie pour essayer de voir c'est quoi les concepts fondamentaux. Est-ce que je suis déjà capable de me positionner par rapport à mes expériences précédentes, par rapport à ce que je connais, puis après ça, tu peux aller dans la documentation pour aller chercher ce que tu as besoin. Donc on va commencer, puis on va regarder le tutoriel de React. Donc, le principe, si on regarde ici, là, OK, ce principe-là, on apprend des choses en le faisant, puis on n'a pas besoin de connaissances préalables dans React. OK? Donc, c'est vraiment fait pour nous montrer, OK, avec des connaissances de JavaScript de base, le principe de, OK, je veux créer une nouvelle affaire, je vais passer par là, puis ça va me montrer toutes les étapes de base. Parfait. Donc, on voit ici qu'il y a différentes étapes dans le tutoriel. Nous autres, on va se rendre jusqu'à la fin de l'overview. On va garder les autres parties du tutoriel pour les autres semaines. Donc, ce qu'on va construire, c'est un petit jeu de tic-tac-toe, en fait. Donc, si on regarde le produit fini, on peut aller voir le projet de tic-tac-toe. Je peux cliquer, puis OK, je peux voir ici que quand je clique, ça change de personne. Je peux voir que ça détecte c'est qui le gagnant, puis on ne peut plus cliquer par la suite. Puis on peut voir ici qu'il y a même un historique qui me permet de retourner au début pour être capable de gérer mes différents éléments. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Il y a tout le code ici qu'on peut regarder, mais on va le construire, OK, de toutes pièces. Parfait. Nous aussi, comme vous avez pu voir, comme eux autres utilisent un site web externe qui permet d'avoir le code, nous, on va regarder dans le tutoriel comment essayer de construire par nous-mêmes l'application sur notre ordinateur local pour voir le processus qui est demandé quand on essaye de faire ça. Donc, on va commencer. Fait que ici, bon, ça nous dit, hey, en passant, il faut comme que tu saches comment travailler avec du JavaScript. Donc, il faut savoir c'est quoi des arrow functions. Donc, on se souvient, c'était des fonctions anonymes
qui nous permettait d'utiliser les fonctions comme étant une expression que je pouvais sauvegarder quelque part. Il faut savoir le principe de classe. Donc, dans la programmation orientée objet, j'imagine que le principe de classe vous est reconnu. On ne l'a pas vu spécifiquement en JavaScript, mais c'est parce qu'il n'y a pas tant de changements dans le principe. Il y a des propriétés, il y a des méthodes, il y a un constructeur, tu fais new. C'est pas mal les choses qu'on connaît. Le let puis le const, pour être capable de déclarer nos variables puis nos constantes. Donc, on est bon pour être capable de travailler avec une version récente de JavaScript, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parfait. Fait qu'on a ici deux choix. Soit qu'on fait le tutoriel à l'intérieur d'une application web qui va gérer la gestion du code, ou sinon, on peut avoir une version locale pour le développement. C'est ça que nous, on va faire, parce qu'on va créer, nous, plusieurs applications, puis c'est important de savoir comment ça se passe sur notre ordinateur individuellement. Fait qu'on peut voir ici, bon, il faut s'assurer qu'on a Node.js, déjà fait, on est bon. Puis après ça, on va créer une nouvelle application. Fait que ça, on va suivre ça. En passant, en ce moment, moi, je vais faire la démonstration. Vous pouvez essayer de suivre, mais si à un moment donné, il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou qui arrêtent de fonctionner, c'est pas grave, mettez-le de côté, parce que vous savez, anyway, qu'il faut juste suivre le tutoriel. Fait que après ça, quand on va avoir fini mes démonstrations puis qu'on va être en train de travailler sur nos affaires, on va pouvoir revenir pour construire nos différents éléments. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va s'agencer d'une fenêtre de Visual Studio Code pour être capable de gérer la gestion de notre projet. Donc, on va y aller avec ça. Fait que ici, je vais juste me positionner dans un nouveau dossier pour être capable de travailler avec ça. Fait que je me mets à quelque part que je sais que je peux travailler. Hop là. Donc, quand j'ouvre un dossier dans Visual Studio Code est capable de me montrer le contenu du dossier, puis n'importe quel fichier, je vais pouvoir cliquer dessus puis l'ouvrir dans mon projet. Okay? Donc, là, ce qu'on veut faire, c'est commencer puis créer l'application. Donc, quand on a installé Node, avec Node venait aussi un utilitaire qui s'appelle NPM. On en avait parlé. NPM, c'est c'est l'outil qui me permet d'aller chercher des librairies externes. Donc, quand je travaille avec NPM, je peux aller chercher du code de d'autres mondes, puis l'importer dans mes projets pour pouvoir les utiliser. Fait que ça nous permet, penser à des librairies qui viennent, mettons, avec Java, avec C++, tu as la STL, okay, avec C#, tu as toutes les librairies de .NET. Ben, quand on veut des librairies qui ne viennent pas directement avec le langage de programmation, avec la compagnie qui l'a fait, ben, il nous faut un package manager pour aller chercher le code puis l'importer dans nos projets. Fait que NPM se veut être une source de librairie libre, ouverte plutôt, où c'est que tout le monde peut contribuer, puis tout le monde peut aller chercher les packages chez open source, les licences sont ouvertes pour être capable d'aller chercher tout ce qu'on a besoin. Fait que la librairie de React est distribuée à travers NPM. Non seulement ça, il y a aussi des utilitaires qui viennent avec NPM qu'on peut invoquer avec une sous-commande qui s'appelle npx, pour npm execute. Fait que le principe ici, c'est que des applications React, ça prend une architecture de base qui appelle un scaffolding, donc tous les fichiers de base qui sont d'une certaine manière pour un projet simple et facile d'utilisation. Fait que eux, qu'est-ce qu'ils nous offrent? C'est une application qui nous permet de créer tout le dossier, toute la hiérarchie de dossiers pour facilement être capable de travailler avec une application en React.
Fait que c'est ça qu'on va utiliser, puis c'est ça qui nous font travailler avec ça ici. Donc, la commande qu'il faut utiliser, c'est le npx create react app. Donc, je vais aller dans ma fenêtre de commande. Comme chiffre. Non, ici. Juste un nouveau terminal, c'est ce que je cherche. Ah ouais, ça, c'est juste ça. Parfait. Donc, à l'intérieur du terminal, on peut voir ici que je suis déjà dans le bon dossier de mon projet. Donc, puisque j'ai déjà installé Node, je vais aussi avoir npx de disponible. Puis, je vais pouvoir faire le create react app. Puis, après ça, cette application-là, donc j'appelle npx, qui me permet d'appeler une application qui va être téléchargée puis exécutée on the spot. Create react app, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'invoquer pour créer une application React. Puis, comme troisième paramètre, je vais avoir le nom de l'application que je veux avoir. Fait qu'ici, on va juste l'appeler My App, mais on aurait pu l'appeler React Tutorial, on aurait pu l'appeler qu'est-ce qu'on veut. Ça va créer un dossier avec ce nom-là, puis tout va être à l'intérieur pour qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, cette affaire-là télécharge un paquet de shit. Donc, c'est normal que ça prenne quelques minutes pour être capable de travailler à travers tous les téléchargements, tous les éléments à aller chercher. Donc, vous pouvez voir ici, on a 1380 paquets à aller chercher, donc différentes librairies. Parce que le principe, c'est que on a une espèce d'arbre de librairie. On veut React, mais pour React, il nous faut Lodash, puis il nous faut Babel, puis il nous faut Webpack. Puis Webpack, ben, il y a besoin de telle autre librairie, qu'il y a besoin de telle autre librairie, qu'il y a besoin de telle autre librairie. Fait que là, ça fait en sorte qu'il y a un arbre extrêmement grand de librairies requises pour setuper tout notre projet avec un environnement de développement. Hein? Donc ici, ça ne veut pas dire que toutes ces affaires-là vont se retrouver sur la page web. C'est vraiment juste pour construire l'environnement de développement qui va nous permettre de facilement produire des pages web, tester les pages web, vérifier les pages, la page qu'on est en train de créer. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui se retrouve sur le web, c'est quelque chose qui se retrouve sur notre ordi pour être capable de travailler avec facilement. Fait qu'on attend la fin de ça, mais on peut déjà voir qu'il commence à y avoir des fichiers dans le dossier MyApt. Puis, à partir de là, à la fin, là, il y a un paquet de dossiers, puis particulièrement le fichier de base. Donc, on est presque à la fin. Donc, on peut voir ici, on a différents dossiers qui viennent avec ça. On a le README qui m'explique qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça. Fait qu'on a ici le fichier source qui va avoir le contenu de qu'est-ce que j'ai besoin dans mon application. On peut voir ici qu'on a des fichiers CSS, on a des fichiers JavaScript, okay, on a même des logos, et ainsi de suite. Puis on a un élément public qui va avoir en fait tout ce qui va être servi directement sur le site web. OK? Donc, juste pour voir le début de ça, on peut voir, bon, OK, ça l'a terminé. J'ai réussi à créer mon app dans ce dossier-là. Il y a plein de commandes possibles pour être capable de travailler avec. Fait que ça dit, ben, pour commencer à regarder qu'est-ce qui se passe, on peut aller dans My App. Puis, on peut ensuite partir l'application en React. Donc, ici, on va utiliser deux mécanismes possibles. Donc, on peut voir ici ce qu'on disait Yarn Start. On pourrait aussi utiliser NPM Start. Donc, Yarn et NPM sont les deux utilitaires. Ils font pas mal la même chose de manière différente. Donc, utiliser l'un ou l'autre, ça ne change pas grand-chose. Fait que des fois, vous allez pouvoir voir, si on regarde plus loin, ça va aller chercher... Ah, ça ne dit pas tout de suite. Pas grave.
Fait que si je fais juste le partir, donc j'ai été dans le dossier de mon application, puis j'essaie de partir l'application en React. Donc, ça va aller prendre les différents fichiers que j'ai faits, ça va partir un serveur web automatiquement, donc il y a un serveur web d'intégrer dans le développement de l'application. Puis, on a ici l'application de base qui est disponible. Donc, si on regarde rapidement, là, le texte qui est ici se retrouve ici. OK, donc à l'intérieur, donc on peut voir que c'est bien le texte qui est là. On va aller voir plus en détail tantôt quand on va tomber dans le côté de la documentation. Pour l'instant, on va arrêter ça. Puis on va, donc j'ai arrêté dans mon terminal l'application. Puis on va continuer ici le tutoriel. Donc ce que ça nous dit, c'est bon, le fichier qui vient avec, on n'en a pas besoin. Fait que nous autres, on va déliter toutes ces affaires-là. Parfait. Puis ensuite, ça nous dit on a besoin d'avoir deux fichiers, index.css. Oups. Faudrait que je clique à la bonne place. Index.css. Puis index.js, puis là ça me dit de copier ces deux bouts de code là à l'intérieur. Pas de trouble. Index.css, c'est pas le bon. Je veux le CSS. Alright. Puis dans le index.js. On va voir, c'est ici. Excellent. Puis dans notre index.js, on va rajouter les importations. Parfait. Donc, avec ça, si on repart notre application, fait que tu vois ici, ça nous dit de rouler npm start. On peut rouler yarn start ou npm start. Les deux vont partir notre élément. Puis, ça nous donne juste avec le index.css, ok, juste l'élément de base, ok, qui est un quadrillé. On va aller regarder en détail pourquoi est-ce que c'est un quadrillé, comment est-ce que ça fait pour être un quadrillé, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui est important de voir ici, puis on va y revenir tantôt, c'est que bon, on a du code qui est purement en JavaScript, puis on a importé les librairies qu'on a téléchargées avec notre projet. Donc, on peut voir ici qu'on a React, React DOM, puis on a importé le fichier de CSS dans notre code. Fait que à partir de là, on peut commencer à regarder, OK, qu'est-ce que c'est React? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange le matin? Fait que le principe, c'est que quand on travaille en React, on travaille avec des composantes, OK, des components. Donc, le principe du component, c'est de dire j'ai un bout d'information qui peut avoir de l'état à l'intérieur, ok, un state qui appelle. Puis on veut prendre cette composante-là, puis l'afficher dans la page. Une fois que cette composante-là est construite, on peut le réutiliser puis changer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du composant. Fait que le principe ici, c'est que on va avoir... je l'ai dessus. Ouais. Il est disponible. Excellent. On va avoir différents composants. Puis, si j'inspecte la page,
ici, j'ai téléchargé une extension qui s'appelle les React Developer Tools, qui va me permettre de voir l'architecture de la page dans mon inspecteur. Donc, les React Developer Tools me permet de voir que quand je travaille avec React, on a un component qui s'appelle Game, on a un component qui s'appelle le Board, puis après ça, on a les components qui sont les différents squares. Fait qu'en gros, dans mon programme, je vais devoir spécifier c'est quoi un square, spécifier c'est quoi le board, spécifier c'est quoi la game, puis mais je peux voir que le square, j'aurais pas besoin de décrire comment ça marche plusieurs fois, parce que j'ai juste à le décrire une fois, puis après ça, je vais pouvoir informatiquement, algorithmiquement, le répéter. Fait que le principe, c'est de travailler avec des components. Fait qu'ici, on va se mettre un petit peu plus large ici. Fait que... Non, pas comme ça. Je veux comme ça. Oui, juste pour avoir ça au complet à l'intérieur. Comme ça. Donc, on a ici un exemple d'un component. Donc, on peut voir ici que c'est une classe qui spécialise extend une autre classe. Donc, on a ici une hiérarchie, OK? Puis, la classe component a une méthode render que nous, on surcharge pour dire que quand tu as besoin d'afficher cette affaire-là, voici ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on voit ici qu'à l'intérieur, on dirait qu'il y a du HTML. Mais on va revenir là-dessus, c'est pas exactement du HTML, c'est du JSX qui me permet de faire des choses vraiment intéressantes. Mais le principe, c'est qu'on a la méthode render, puis nous, c'est ça qu'on utilise pour représenter l'élément shopping list. Fait que quand on regarde notre code à l'intérieur ici, on peut voir que on a ici il n'y a pas moi je veux merci. Donc on peut voir qu'on a les différentes classes à l'intérieur, puis on peut voir qu'il y a du code render qui se passe à l'intérieur de chacun. OK? Donc, on peut voir le game qui est là, qui a une méthode render. On peut voir le board qui a une méthode render. On peut voir le square qui a une méthode render. On peut voir qu'à l'intérieur des méthodes render, qu'est-ce qui se passe? Bon, on retourne une valeur, OK, une réponse. Puis, qu'est-ce qu'on retourne? Ça ressemble à littéralement du HTML. Ce qui va se passer, c'est que c'est pas du HTML, c'est en fait une syntaxe spéciale qui s'appelle du JSX, qui me permet de représenter ce qui ressemble à du HTML, mais que derrière, ça va être le principe de créer des méthodes qui vont construire qu'est-ce que tu as besoin pour la page. Fait que quand on écrit, mettons, le div de tantôt, ou le div que tu vois ici, le principe, c'est que lui, ça va prendre ce code-là, puis ça va le transformer automatiquement avec un appel à une méthode qui s'appelle le createElement, qui va être comme premier paramètre, qu'est-ce que toi tu as mis à l'intérieur, puis après ça, on va avoir comme paramètre les différentes informations qu'on a mis à l'intérieur de ça. L'affaire, c'est que d'utiliser cette méthode longue-là fait en sorte que c'est très, très, très imbriqué, c'est très, très, très lourd comme code. Fait qu'on a une espèce de syntaxe alternative qui me permet de voir ça comme étant proche du HTML. On va voir qu'il y a des règles un peu différentes, mais ça va nous permettre de facilement écrire qu'est-ce que je veux qu'il apparaisse sur la page. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc, si on regarde notre projet ici, on peut voir qu'on a le square
qui est un bouton. OK? Puis on peut voir ici qu'on a le class name. OK? Donc ça ici, ça va chercher ce qu'on a dans la classe habituelle de CSS. Mais ici, on utilise le nom class name, puisque le mot class est réservé en JavaScript, et on n'a pas le droit d'utiliser. Fait que si on peut voir ici, ça va chercher le CSS pour le carré. OK? Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on a un bouton. OK? Donc ça ici, c'est un bouton qui va avoir une taille, une profondeur, un background blanc. Donc je peux cliquer dessus, c'est un bouton, mais il ne se passe rien là. Fait que on a le square qui nous permet de faire ça. Ensuite, si je regarde le board, ben le board, qu'est-ce que c'est? On va se donner un petit peu plus de place pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc le board, qu'est-ce que c'est? Ben on a des le texte lui-même de ce tantôt. Puis on peut voir ici qu'on a des appels, okay, à un méthode renderSquare qui va renvoyer une balise, mais que nous, on ne connaît pas. Hein, on connaît les balises div, on connaît les aref, n'importe quoi. Mais là, la balise qui est retournée, c'est square, qui est le component préalablement. Puis c'est là que ça devient magique. Okay? Parce qu'on peut imbriquer les différents composants à l'intérieur l'un de l'autre. Donc, le square me permet de aller chercher celui-là, qui va reprendre cette partie-là, puis qui va l'afficher ici. Puis là, je peux voir ici, ben, j'en ai 9 fois le render square, avec ici du CSS pour faire en sorte que ça soit aligné correctement. Puis ça nous donne, notre petit carré pour notre board de tic-tac-toe. Qu'est-ce qui va être intéressant? Ça va être de passer de l'information à nos différents composants. Donc, en passant, là, on commence à aller voir c'est quoi les différents features qu'on va voir durant les prochaines semaines. OK? Fait que puis c'est ça le but du tutoriel. Le but du tutoriel, c'est de faire un éventail de tout ce qui est disponible. Fait que s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou qui ne sont pas certaines, pour l'instant, c'est pas exactement grave. Parce que après ça, on va aller voir la documentation, puis là, on va aller voir la minutie des choses, puis c'est là qu'on va voir en profondeur, en large, le concept lui-même, puis c'est là que ça va être important de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais pour l'instant, c'est correct si on fait juste regarder, copier le code, essayer de voir c'est quoi la prémisse générale de qu'est-ce qui peut se passer, sans comprendre le mécanisme derrière. OK? Donc, quand tu es en train d'apprendre quelque chose de nouveau, surtout quand tu es en train de suivre un tutoriel, ben, on peut juste essayer de suivre le tutoriel tant que ça donne les bonnes affaires. On peut comme juste voir c'est quoi l'étendue de qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur. Donc, on va regarder comment passer des informations à l'intérieur de nos différents components. Donc, on regarde ici. On a la méthode renderSquare. Puis, si on regarde la méthode renderSquare, on va pouvoir y passer un paramètre d'entrée. Donc, on avait vu que on pouvait utiliser le square ici, puis ça allait utiliser ce qui était à l'intérieur ici, puis ça allait utiliser le bouton avec le type square. Parfait. Ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y rajouter une information qu'il va pouvoir utiliser dans son projet. Parce que là, on utilisait la méthode renderSquare avec une valeur qu'on envoyait, le i, mais le i était utilisé nulle part à l'intérieur. Fait que là, ce que je fais, c'est que j'envoie le i, puis je l'envoie à mon square. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le contenu de mon square pour utiliser cette valeur-là. Fait que si je regarde qu'est-ce que ça donne, puis on peut voir ici que l'affichage se fait de manière dynamique, okay? C'est ce qu'on appelle un hot reload. Donc dès que je change quelque chose, ça change directement la page web. C'est un des avantages de l'application de développement. Qu'est-ce qu'on a fait avec le Create React App? Ça nous donne du hot reload, qui est super intéressant durant le développement. Ça me permet de voir tout de suite le résultat
pendant que je suis en train de taper des choses. Donc, on peut voir ici, j'ai mon bouton, puis ici, j'aurais pu mettre n'importe quoi. Là. Okay? Donc, si je mets, mettons, la lettre A, ça va afficher la lettre A partout. Ben là, qu'est-ce que je fais? C'est que entre accolades, je mets quelque chose qui s'appelle this.props.value. En gros, ça va me permettre d'aller chercher l'information qui a été envoyée. Hein. Je peux voir ici que même Visual Studio Code il est conscient. Là, quand je double-clique sur Value ici, il resélectionne le value qui est de cette barre-ci. Fait que le value qui est envoyé, c'est ça qui va être utilisé pour gérer ce qui va être affiché à l'intérieur du bouton. Fait que ça fait en sorte que quand je crée mon board, j'envoie les différentes valeurs, puis ces valeurs-là sont répercutées à l'intérieur. Fait que ici, si je change ça, puis je mets un... oups, je voulais pas ouvrir quelque chose, je voulais mettre un 9. Ben, ce 9-là est maintenant directement affiché à la place où c'est qu'il y avait le 2. Si je reviens en arrière, ça reload, on a encore le 2 qui est apparu. Donc, on peut voir ici que, OK, on a le principe du rendering, on a le principe que je peux envoyer des informations, puis ces informations-là se propagent, puis sont utilisées au moment opportun. Parfait, fait qu'on est capable d'envoyer des informations. Hein? On a bien la même chose qui nous est démontrée. Puis, on peut avoir des interactions avec nos components. Donc là, on avait la valeur qui est à l'intérieur, mais je peux très bien aussi commencer puis dire le bouton, hein, j'ai le droit d'avoir une balise, un élément onClick. Puis cet élément onClick-là, qu'est-ce qu'il va avoir? Ben, il va y avoir une fonction d'expression. Hein? Fait que j'ai même pas besoin de créer la fonction puis de l'appeler. J'ai juste à dire, voici la fonction, c'est ça que tu vas exécuter quand je clique à l'intérieur du bouton. Fait que ici, je reviens à mon application, ça ne change rien dans l'affichage, mais quand je vais cliquer à l'intérieur d'un bouton, ben, ça me fait apparaître le message d'alerte qui était présent auparavant. Parfait. On peut aussi utiliser à la place des expressions de fonction les arrow functions. Fait que ici, on peut très bien remplacer ça ici par qu'est-ce qu'on a vu hier avec une petite flèche, puis puisqu'on a juste un élément, je pourrais directement avoir ça. Fait que j'ai une fonction, puis j'ai besoin, fait que là, je sauvegarde ça, ça rafraîchit, puis quand je clique, je peux voir que ça marche tout aussi bien que tantôt. Fait que on peut voir ici, c'est ça le but d'avoir des arrow functions. Puisqu'on va pouvoir insérer des fonctions à l'intérieur du code, c'est utile de l'avoir comme prête quand on a besoin. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Fait qu'ensuite, qu'est-ce qu'on va essayer? C'est de gérer notre interactivité pour être capable de pouvoir cliquer, puis que ça mette un X, puis que ça garde le X. Donc, ce qu'on va voir, c'est le principe d'état, le principe de state. Donc, quand on travaille avec les components ont la méthode render pour dire voici ce qui va être affiché quand tu me demandes d'afficher cette affaire-là. Mais il va y avoir aussi le principe d'état, de state, qui va être une valeur intrinsèque à cet état-là. Fait qu'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un constructeur à notre square. On va formater ça. Excellent. Donc, le principe, c'est que quand on a une classe en JavaScript,
OK, le constructeur a comme nom de méthode constructor. OK, c'est juste de même. Donc, tu sais, en Java, c'est le nom de la classe elle-même, là, tu sais, là. Ben, là, ici, c'est juste constructor, c'est le nom du constructeur. Hein? Facile de s'en rappeler. Puis, quand on travaille avec la librairie de React, on va voir que les constructeurs sont toujours appelés avec ce qu'on appelle les props comme paramètres d'entrée. On va revenir à ça plus tard. Fait qu'après ça, on peut utiliser le principe d'état, okay? Donc d'avoir quelque chose qui est une propriété qui s'appelle state, qui va être l'information que chacun des composants peut garder, puis peut se souvenir à travers de notre application. Fait que ici, on dit qu'on a le state, puis par défaut, cette valeur-là est nulle. OK? Puis, fait que je sauvegarde ça, OK? En ce moment, ça ne change rien. OK? J'ai toutes les mêmes informations. Mais si je regarde dans ma liste de components, hein, donc ici, c'est une extension qui s'appelle les React Developer Tools. Puis, on peut voir que dans chacune des éléments, j'ai les props, qui est le value. Puis, j'ai maintenant le state, qui a une valeur nulle pour l'instant. OK? Donc, c'est maintenant dans chacun de mes blocs, ça existe, mais en ce moment, je fais rien avec. Fait qu'on va commencer, puis on va aller faire quelque chose avec. Fait qu'on va commencer, puis on va dire, OK, je veux plus utiliser le props.value, je veux utiliser le state.value. Hein? Fait que là, ça va faire en sorte que ça utilise cette valeur-là. Ça fait en sorte qu'il n'y a plus rien d'affiché, hein, parce que ça utilise cette valeur nulle-là, ça n'affiche rien. Pour l'instant, ça va bien. Puis, là, on va aussi changer qu'est-ce qui se passe quand je fais le on-click. Hein, parce qu'en ce moment, quand je clique, ça fait une petite alerte. Là, ce que je veux, c'est changer la valeur qui se passe à l'intérieur. Oups, j'ai trop allé chercher des choses comme ça. Fait que quand on travaille avec l'état, hein, puis on va voir pourquoi est-ce que c'est comme ça plus tard, là. Mais le principe, c'est qu'on a une méthode qui s'appelle setState, qui vient automatiquement avec n'importe quel component de React. Puis c'est ça qui me permet de dire, hey, ton état, qu'est-ce que tu as seté ici? Change-le, change la valeur, puis mets X à la place à l'intérieur. Fait qu'en faisant ça, quand je clique à l'intérieur d'une case, oh! Qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, chacun des components a son state qui s'appelle, puis le state qui s'appelle value, l'état qui s'appelle value, qui est à nul par défaut. Mais quand j'ai cliqué dans cette case-là, pour cette case-là spécifiquement, ça l'a appelé le setState, puis ça l'a changé la valeur à X pour cet état-là seulement. Ici, Lauriane pose des excellentes questions. Elle fait comme, pourquoi il y a des brackets partout? C'est à cause que le JSX a besoin d'avoir des délimiteurs pour savoir qu'est-ce qui est évalué ou pas. OK? Donc, ici, c'est pour savoir est-ce que c'est du texte qu'il faut que j'affiche ou est-ce que c'est des choses que je vais évaluer. Donc, on va revenir plus en détail avec ça quand on va aller regarder comment construire les components en JSX. Puis ici, la virgule après cet élément-là, ça ici, c'est quelque chose qui est plus générique au JavaScript en général. Le principe, c'est, on avait vu quand on travaille avec JavaScript. Attends, je vais ouvrir juste un terminal rapidement, juste pour démontrer ça. On ouvre ça dans Node. Puis je veux changer ça de place. Excellent. Fait que je suis dans Node. On avait vu qu'on peut créer des objets, hein, avec des accolades. Fait que il n'y a rien de... C'est ce qu'on a vu hier. Donc, si j'ai plusieurs key values, il faut habituellement que je mette une virgule entre chaque.
Fait que ça aussi, c'est... oups, c'est 2 points que je veux utiliser, c'est pas égal. Ça... Y 8, mettons. Fait que je ferme l'accolade. Fait que ça, on a vu que... J'ai-tu mis quelque chose? Point et virgule? Oui, pourquoi j'ai mis un... 2 points. Excellent. Fait que ici, j'ai mon objet, j'ai les 2 éléments dedans. Là, quand je travaille avec des objets, souvent, ce qui va se passer, c'est que quand j'ai un paquet de propriétés, un paquet de key value à mettre, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer l'accolade, puis là, je vais mettre chacune des affaires sur des lignes différentes. OK? Puis, habituellement, ben, j'ai, dans la majorité des langages de programmation, j'aurais besoin que le dernier élément n'aille pas de virgule, hein, parce que ça indiquerait qu'il n'y a pas de suite à fin, c'est là que je peux terminer mon accolade. Donc, ça, c'est des choses qu'on connaît aussi. Ça, c'est juste des règles de lisibilité. Hein. Mais là, le principe, c'est que quand je commence à travailler avec du code, puis mettons que je me suis dit « Ah, fuck, j'aurais aimé que celui-là soit le premier dans la liste. » Fait que là, je fais un copier-coller rapide, puis là, je change de place, puis là, ça arrive que le B, il est au début, il n'y a pas de virgule, puis là, le A, il est à la fin, il y a une virgule, puis là, ça fait planter mon programme. Ben, en JavaScript, il y a ce qu'on appelle les pending commas. Fait que ça fait en sorte que quand je suis en train de travailler à une déclaration de quelque chose, okay, que ce soit avec des objets ou que ce soit avec des listes, okay, des array lists, je peux dire, ben attends, on va le faire comme tantôt. Fait que je peux dire, bon, j'ai mon B, ok, je mets salut, je mets une virgule, puis je peux mettre une virgule après le dernier élément. Puis ça marche quand même. Donc, le principe, c'est que si je commence à faire du copier-coller, j'ai juste à le copier-coller avec la virgule à chaque fois, puis j'aurai jamais de problème de terminaison de liste ou de terminaison de key value pair. Donc, si on revient à notre affaire, c'est pour ça que ici, à la déclaration de mon affaire, il y a un nul, parce que ici, je peux juste faire Enter, puis commencer à écrire, ok, autre chose, puis ça va toujours être la bonne chose de juste marquer la chose avec la virgule. Donc, c'est pour ça qu'il y a une virgule après le nul. J'espère que ça répond à ta question. Excellent. Fait que là, on revient... ici, je vais dire... Excellent. Donc, on revient à notre petit tic-tac-toe. Fait que ça fait en sorte que quand je clique, hein, ça appelle la méthode setState qui va changer la valeur. Puis là, pourquoi il y a telle affaire à tel élément, c'est ça qu'on va voir durant les prochaines semaines. Là. On voit ici le principe général. Il faut juste comprendre le principe général que dans les components, okay, il y a des props qu'on peut envoyer, il y a du state qui peut être modifié de manière dynamique. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rattaché l'action de cliquer sur la case à ça change le contenu du state. Fait que quand je clique, ça change. Quand je clique, ça change. Puis c'est ça qui est comme wow dans notre projet. Fait que après ça, bon, les Developer Tools, c'est exactement de quoi je viens de parler. Fait qu'on peut voir ici les React Developer Tools, très utiles pour débugger, okay, quand on va être en React, pour voir c'est quoi les différents composants, c'est quoi les différents états, c'est quoi les différentes props qui passent au travers. Donc, si je vous conseille d'aller le chercher, le télécharger pour votre navigateur de votre choix, ça existe pour Chrome, ça existe pour
Firefox, ça existe pour Edge, peut-être, je sais pas, ça doit. Oui, parce que Edge, c'est basé sur Chromium, je pense que tu utilises les mêmes affaires, en tout cas. Fait qu'avec ça, ça fait le tour de qu'est-ce que je voulais regarder comme premier aperçu de React. OK? Fait que là, on a fait la moitié du tutoriel. Après ça, il y a d'autres choses qu'on va pouvoir faire avec dans les prochaines semaines. Mais ça nous donne un premier aperçu de qu'est-ce qui est possible de faire. Hein. Ça a été, c'est une application qui est complètement dynamique. Là. Je clique dessus, ça me fait apparaître des X comme j'ai besoin. Puis le seul code que j'ai eu à écrire, c'est 10 lignes de code. C'est quand même assez puissant. OK? Fait que on va prendre une pause pour l'instant. On va revenir dans une quinzaine de minutes, puis on va commencer à aller voir la documentation de React. Donc, la documentation de React, elle, va nous permettre d'aller voir qu'est-ce qui se brasse derrière. Là, on va aller beaucoup plus lentement, puis on va s'assurer qu'à chaque étape, on comprenne bien qu'est-ce qui se passe. Donc, re-bienvenue à cette deuxième partie du cours d'introduction à React. Donc, on a fait une partie du tutoriel qui nous a démontré les fonctionnalités de base, okay, sans trop aller dans la minutie des détails de pourquoi telle chose est là ou telle autre affaire est là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'on est capable de faire de manière générale, on va retourner pour aller voir la minutie des différents éléments. Donc, pour être capable de faire ça, la première chose qu'on va regarder, c'est le principe de... là, on a créé une application dans notre Visual Studio Code, mais je vais aussi démontrer comment faire la même chose, mais du côté de WebStorm, hein, qui était notre autre outil que je voulais qu'on utilise. Donc, on va se créer un projet dans WebStorm qui va utiliser une application React, puis on va voir que le principe est fondamentalement le même, mais qu'il y a beaucoup des étapes qui sont automatiquement générées pour nous. Fait que je vais ouvrir WebStorm. On donne le temps d'ouvrir. Donc, j'ai par défaut la fenêtre de nouveau projet. Donc, c'est ce que je veux faire hein, en ce moment, un nouveau projet. Fait que je peux cliquer sur le New Project. Puis là, je peux voir ici que j'ai une liste de projets disponibles. Okay? Donc, on peut y aller avec un Empty Project, mais nous, ce qu'on veut, c'est une application React. Donc, je peux voir ici que il est conscient que quand tu fais du JavaScript, tu veux faire des applications de React. Donc, on peut voir ici qu'on a la création du projet qui peut se faire automatiquement. Donc, on peut voir ici que ça va invoquer le npx create React app automatiquement pour moi, pour pas que j'aille à le créer. Puis, on va le mettre dans un endroit qui est plus versatile pour moi. Ici. Donc, on va y aller avec ça. Ici, on a une question qui dit, OK, ben dans la liste, il y a aussi React Native. C'est quoi React Native? React Native, c'est une technologie qui a été développée pour être capable de créer des applications de React, mais sur des applications mobiles. Donc, React Native, son but, c'est d'être capable d'avoir un environnement comme si tu étais en train de créer une application de React normale, mais qu'ultimement, ça va créer un bundle que tu vas pouvoir déployer soit sur iOS, soit sur Android. Donc, nous, on ne touchera pas à ça parce qu'on va juste faire du web, mais le principe, c'est que c'est une technologie qui te permet de faire du React, mais sur mobile. Donc, nous, on veut vraiment juste le React App. Fait que je clique sur mon gentil bouton Create. Come. Merci. Puis, ça me crée le dossier, puis directement, ça va automatiquement faire, donc j'ai rien fait de spécial, ça va automatiquement
invoquer la commande npx create React App pour moi, pour être capable de créer le dossier puis l'arborescence que j'ai besoin à l'intérieur de mon projet. Fait que c'est en train de faire ça. Pendant que c'est en train de faire ça, on va commencer à aller regarder qu'est-ce qui se passe derrière dans notre documentation. Donc, on va regarder le début de la documentation. Fait que si on regarde, on a fait le tutoriel, puis on peut aller dans l'onglet Doc à la place pour commencer la documentation. Nous, ce qu'on va regarder dans le cadre du cours, c'est tous les concepts principaux. Donc, l'installation, on a déjà la capacité, puis je vous ai déjà montré comment faire des applications React. On va continuer à voir ça au fur de la session. Mais le principe, c'est que ces affaires-là, c'est déjà passé. Fait que nous, ce qu'on veut recommencer à regarder, c'est les concepts principaux qui représentent comment est-ce que je fais pour avoir une application en React. Fait que on va passer à travers les 3 premiers aujourd'hui. Donc, ça va nous permettre d'avoir le principe fondamental de c'est quoi une application en React, qu'est-ce que ça a besoin minimalement pour travailler. Puis, on va commencer à construire nos différents components. On n'ira même pas tout de suite dans le principe de class, puis de props, puis de state. Donc là, ici, on va juste vraiment créer des components purs avec du JSX. On va voir comment est-ce qu'on fait ça dans quelques instants. Donc, juste pour terminer avec la partie de notre projet. Donc, je peux voir ici, j'ai dans mes sources tous les mêmes fichiers que j'avais auparavant. Puis, je peux voir que dans WebStorm, à la place de devoir faire le npm start moi-même, je peux voir ici qu'il est automatiquement configuré pour être capable de cliquer sur le play, puis que ça parte notre application, puis que ça nous démontre son fonctionnement. Fait qu'à la place de devoir taper des commandes dans la ligne de commande, dans l'IDE, ben, on a un gentil bouton. Je peux même cliquer sur le raccourci, CTRL-R, puis ça nous donne le React Start, npm Start. On peut voir que ça part le serveur de développement comme la dernière fois, puis ça prend une trentaine de secondes pour le partir la première fois, puis il va y avoir l'application de base qui va être affichée par défaut. OK? Comme on avait dit tantôt, cette affaire-là se passe automatiquement. OK, là ici, le code de celui-là, il est dans le app.js. Fait que si je regarde ça ici, je peux voir que là ici, on va se donner un petit peu plus de place par rapport à la documentation. Comme ça. Si je change le texte à l'intérieur, puis que je sauvegarde, automatiquement, c'est hot-reloadé, puis ça existe à l'intérieur. Okay? Donc, on est capable de changer le texte à l'intérieur d'ici, puis d'être capable de commencer à travailler avec qu'est-ce qu'on a besoin. Parfait. Donc, on va regarder dans la documentation, puis on va voir comment est-ce qu'on peut avoir une application en React la plus petite possible. OK? Fait que pour avoir l'application en React la plus petite possible, nous, ce qu'on va faire, c'est on va enlever la majorité de ces fichiers-là. OK? Yes, yes, yes. Puis on va prendre le fichier le plus petit pour voir qu'est-ce qui est c'est un Hello World en React. Fait que ici je vais repartir mon affaire, mais je vais le garder parti par la suite. Et fait que ici on a notre Hello World. Fait que le Hello World,
me permet de voir c'est quoi le minimum requis pour avoir une application en React. Fait que si je regarde ici le principe du Hello World, ok, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin, bon, on importe les librairies, ça c'est juste le code que je peux loader puis réutiliser par la suite. Dans cette librairie-là, j'appelle la méthode render, ok? Puis dans la méthode render, ce que j'envoie, c'est juste un header niveau 1 avec le texte Hello World à l'intérieur. Puis je peux voir ici que j'ai un document get element by ID du nom de root. En passant, quand vous travaillez avec des environnements de développement de JetBrains, vous allez voir du petit code en gris, mais qui n'est pas sélectionnable vraiment. Okay? Ce n'est pas du texte que je peux modifier, ce element ID-là. En gros, c'est que lui est conscient des différentes méthodes, puis il va te donner le nom des paramètres pour t'aider à dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, le texte qui est écrit ici, c'est document.getElementID, parenthèse, guillemets, root, guillemets, parenthèse. Le element ID, c'est pas du vrai texte qu'il y a dans mon fichier. C'est juste d'un élément rajouté par mon interface qui me permet de mieux voir qu'est-ce qui se passe. Fait que comment est-ce que ça marche cette affaire-là? Comment ça marche ce Hello World-là? Ben, pour comprendre pourquoi est-ce que ça marche, il faut aller voir le fichier HTML de base. Donc, dans le fichier HTML de base, bon, il y a bien du boilerplate, là, ok? Mais la seule chose qui est importante à l'intérieur de ce document-là, bon, ok, on a le head, on a le body, puis on a ici un div, ok, où c'est que l'identificateur s'appelle root. Donc, ce div-là, avec l'identificateur qui s'appelle root, c'est ça qui va être remplacé quand j'invoque ce code-là. Donc lui ici, il dit render, puis où c'est qu'il y a le root, mets ça à la place. Donc c'est ça qui me permet de créer le Hello World. Si je le change, ça c'est automatiquement auto-reloadé, puis on a une modification instantanée. Si je regarde le contenu de cette source-là, je peux voir que par défaut, ok, il n'y a rien qui a changé. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que JavaScript, React, qui utilise JavaScript, change dynamiquement le contenu de la page web. Donc la page initiale ne change rien derrière. Autre chose qui est intéressante de regarder avec la source, okay, c'est le script qui a été invoqué au bas de la page. Donc, si je regarde ici, j'ai le script qui s'appelle static.js bundle. Si je regarde dans ma page HTML, je n'ai pas cet élément-là de rajouter. Puis non seulement ça, si je regarde, ben, j'ai à aucun endroit le index.js qui est sauvegardé, okay, qui est loadé dans la page. Fait que comment est-ce que ça se fait que ce code-là se retrouve dans cette page-là? Fait qu'ici, il y a des choses assez complexes qui se passent pour nous aider dans le développement de notre application. Okay? C'est juste tout fait automatiquement, là, mais ici, je lève un peu les rideaux pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pas quelque chose qui faut être capable de configurer, ça se fait tout seul. Mais le principe, c'est que quand on commence à travailler sur des applications de grande taille, on a besoin de savoir, on a besoin de délimiter nos différentes fonctionnalités, nos différentes composantes, nos différentes fonctions dans plusieurs fichiers. Parce que si j'ai juste un fichier avec tout à l'intérieur, ça devient rapidement problématique. Mais d'avoir ça quand on est en train de travailler à l'intérieur de notre projet, ça devient très, très, très éparpillé un peu partout. Fait que, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un packager de sources qui s'appelle Webpack. Habituellement, c'est celui qui vient avec l'installation de React. Puis, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va prendre tous les fichiers que je pourrais mettre dans mon dossier source, puis il va les cruncher ensemble pour être juste un gros fichier JavaScript qui va être capable de tout gérer d'une shot. Fait que si je regarde de quoi il y a de l'air, ce fichier-là, je peux voir en fait qu'il y a toute la librairie
OK, qui vient avec. Puis, quelque part là-dedans, je sais pas s'il va l'avoir directement. Je pense qu'il load peut-être de quelque part d'autre même. Mais ça ici, c'est en gros toute la librairie que nous, on veut utiliser, qui est toute bundlée à l'intérieur. Ici, ok, il y en a une couple ici, là, de fait. Fait que, il load ceux-là, puis lui, il gère, ok, toute la gestion derrière de qu'est-ce qui peut changer. On peut voir ici, il y a un hot reload, ça doit être dans celle-là qu'il y a notre hello monde, ok, puis lui, il peut changer des choses de manière dynamique, là. Fait qu'il y a des choses bien poussées qui se passent, pour être capable que quand je save, ça reload. Mais le principe, c'est que on a un middleware, un logiciel dans notre logiciel, qui est capable de dire, ok, ben, je prends tous les fichiers JS, puis tu n'as pas besoin de toi-même rajouter ce fichier JS-là à ta page. Tout est géré automatiquement. Parfait. Fait que on va commencer, puis on va parler de JSX. Fait que on a le principe que on peut avoir des variables, puis à l'intérieur de la variable, on a ce qui ressemble à être une espèce d'hybride entre des chaînes de caractères puis du HTML. Ça ici, c'est ce qui a été développé, qui s'appelle du JSX. Donc, c'est une extension de JavaScript qui permet de décrire des parties de page web de manière facile et conviviale. OK? Fait que si on prend ça, puis on insère ça dans mon élément ici. OK? Fait que ça ici, c'est considéré comme étant une expression, OK, de JavaScript qui peut donc être inséré dans n'importe quel élément, n'importe quelle variable. Puis à partir de là, je peux utiliser ça. OK. Donc, si je change ça, je peux voir que j'ai maintenant la partie de JSX qui est à l'intérieur d'une variable. Puis je peux utiliser la variable quelque part d'autre sans problème. OK. C'est du code qui est fonctionnel. Quand on travaille avec du JSX, ce qui va se passer derrière, si on regarde... OK. Si on regarde qu'est-ce qui est écrit ici, OK, donc qu'est-ce que j'ai écrit ici, derrière, il va y avoir une conversion automatique pour que ça soit en fait une création, OK, avec des méthodes qui sont préfaites. Fait que le principe, c'est que je peux écrire cette manière-là ou cette manière-là, c'est juste que cela est vraiment plus convivial puis est vraiment plus proche de qu'est-ce qu'on s'attend à ce qui apparaisse dans la page. OK? Fait que c'est juste un convertisseur, un traducteur interne qui nous permet de faire ça. Fait qu'ici, il faut comprendre que c'est quand même une fonction qui est appelée avec différents paramètres puis que c'est le résultat de la fonction qui est vraiment sauvegardé derrière. Une fois qu'on a ce principe-là, on peut juste rester dans cette forme-là, okay? Tout le restant de nos jours, il n'y a pas de problème. Puis on va voir qu'on peut faire plein de choses quand on est à l'intérieur de cette forme-là. Fait que on peut avoir des tags habituels, okay? Que ce soit H1, bouton, href, et ainsi de suite. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que pour que ça soit dynamique, ce qu'on peut faire, c'est avoir des expressions à l'intérieur de notre JSX. Fait qu'on a le principe d'expression qui me permet de dire, OK, pas de problème, je vais me donner une valeur, OK, quelconque à l'intérieur. Puis après ça, je veux utiliser cet élément-là ici. OK? Bon, si je fais juste ça comme ça ne marchera pas. Hein? Parce que, évidemment, lui, il a pensé que ça, c'était juste purement du texte. Puis, il n'a pas utilisé le contenu de la variable que j'avais. Fait que, ce qu'on va faire, c'est que quand on veut avoir quelque chose à l'intérieur de nos balises, hein, à l'intérieur de nos balises H1 en ce moment, là, de JSX,
que je veux que ça soit évalué à la place que ça soit traité textuellement, ce que je vais faire, c'est je vais le mettre entre accolades. Z, je veux entre accolades. Fait qu'en étant en accolade, il ne va pas prendre le texte lui-même, il va prendre l'évaluation de ce texte-là. Donc, quand je rafraîchis ma page, je peux voir que ça l'utilise le contenu de mon élément. Puis encore une fois, tout ça se passe à cause de notre React DOM Render, qui est notre fonction de base de notre projet, qui reçoit le contenu de cette variable-là. Puis le contenu de cette variable-là a été décidé de manière dynamique avec le contenu d'une chaîne de caractères initiale. C'est évalué, hein, ça veut dire que je peux avoir du stock qui est du JavaScript pur, tant que ça me donne quelque chose ultimement qui est une chaîne de caractères, qui peut être converti en chaîne de caractères. Lui, il n'y a pas de problème, puis il va être capable de traiter ça, tigidou. On peut avoir des retours de fonctions. Hein? Fait que on peut ici y aller un peu plus fancy. Fait que, mettons ici, on va y aller avec ça. Fait que si on regarde ça ici, on peut voir ça retourne à partir d'un paramètre d'entrée, un objet. Ça va aller chercher la key value du first name, la valeur de la clé last name. Ça rajoute avec de la concaténation un espace entre les deux. En passant, j'aurais très bien pu avoir la même information en utilisant les backticks. Hein? On avait vu hier les backticks avec avec un deuxième. Ok, donc cette ligne-là et cette ligne-là fait la même chose. Donc avec les backticks, je peux utiliser le $ suivi d'accolade pour avoir quelque chose qui est évalué à l'intérieur. Je peux voir que j'utilise le user ici, puis qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Ben, à la place d'utiliser quoi que ce soit, je peux utiliser, pour bien séparer les concerns, on va bien présenter les choses. Donc, encore une fois, ça donne la même chose, mais de différentes manières. Fait que là, on s'est fait une fonction qui me permet de renvoyer la chaîne de caractères. Puis, je peux même utiliser cette fonction-là à l'intérieur de mon expression JSX. Okay? Fait que tout ça, c'est des choses qui sont possibles. À partir de là, le principe du JSX lui-même, ça nous permet de l'avoir en tant qu'expression. C'est une expression. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de juste le sauvegarder dans un paramètre. Je peux l'utiliser comme retour de quelque part. Fait que je peux l'utiliser dans un if, je peux l'utiliser dans une book for. Okay? Donc, je peux facilement construire des éléments en JSX. Fait que ici, on a une autre méthode que si je regarde, le principe, c'est on a notre getGreeting, ok? Puis ça utilise le paramètre user. Si user est true-t, hein, donc s'il existe, s'il y a quelque chose dedans, ça va utiliser mon format name, mais sinon ça va dire stranger. Fait que je peux utiliser ça à la place. OK. En ce moment, là j'ai mis dans deux
W1. En fait, je peux juste utiliser ça à la place de celui-là. Oups. Comme ça ici. Hop. Ici. OK. Donc là, ici, dans mon render, à la place d'utiliser mon élément directement, je peux même utiliser le résultat de mon getGreeting. Puis, je peux voir que ça va soit me retourner... On va le mettre comme ça pour bien voir qu'est-ce qui se passe. Le résultat de mon format user, si le user y existe. Mais si je décide c'est une constante. Si je décide que ça n'existe pas, le getGreeting, donc si je n'envoie pas le résultat, ça ici, ça devient undefined, ce qui fait en sorte que le if ne fonctionne pas. Puis on peut passer à l'autre qui va retourner le hello stranger. Donc, quand on travaille avec les expressions de JSX, il faut comprendre que je peux le construire de différentes manières. En plus, il y a quelques éléments qu'il va falloir faire attention parce que quand on travaille avec les balises, il y a certaines nomenclatures qui ne sont pas les mêmes qu'en pur HTML. Donc, quand on parle des attributs, ça marche encore, mais on va utiliser des noms qui sont un peu différents. Fait que, premièrement, quand je mets des attributs, puisque derrière c'est JavaScript, il va falloir que toutes les informations soient entre guillemets pour représenter. Je ne pourrais pas juste mettre tab_index est égal à 0, ça ne fonctionnerait pas aussi facilement qu'en HTML pur. On peut avoir ici les noms des éléments qui vont changer un petit peu. Si je veux changer, mettons, la classe d'un div ou quelque chose par rapport au CSS, à la place de juste utiliser class, il faut que j'utilise class name. Même principe, les éléments vont être en camel case, fait que mettons en place de tab_index, il faut que ce soit tab_index avec un i majuscule. On peut avoir des tags qui se ferment automatiquement, donc on peut avoir juste une image avec le slash avec, ça marche très bien. Puis on peut même avoir une arborescence, une architecture. Fait qu'ici, si je change ça ici, je peux avoir une arborescence d'éléments. Là ici, pour se faciliter la vie puis éviter des problèmes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre entre parenthèses cette hiérarchie-là pour être certain qu'il n'y ait pas de problématique. Ça permet de capter des erreurs si j'ai oublié la fermeture d'une balise ou quoi que ce soit. Ça va permettre de mieux cibler les erreurs. Fait que quand on va avoir une arborescence de balises, on va mettre des parenthèses autour, juste pour bien délimiter ces balises-là. Fait que si je reprends ça, je remets mon element, puis je peux voir ici que le div, le hello, le good to see you sont maintenant tous présents par rapport à l'élément que j'ai créé. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport à ça? Ça, c'est toutes des choses qu'on a vues. Excellent. Fait que, il nous reste à aller à travailler avec le principe de rendering en tant que tel. Puis ça, c'est ce qu'on a vu en fait tantôt. Ouais. Fait que le principe, c'est que quand j'envoie quelque chose à ma fonction render, lui, ce qu'il va aller faire, c'est vraiment, il va aller partir, puis il va toujours aller chercher un élément qui est le root de ma page. Donc, quand je travaille en React, il n'y aura rien qui existe à l'intérieur de ma page principale. Tout va être généré avec le JavaScript puis React derrière. C'est ce qu'on avait vu tantôt. Là, ici, on va voir qu'est-ce qui est intéressant avec React. Donc, par défaut, les éléments sont immuables. Ça veut dire que quand j'ai créé un élément, par défaut, il n'y a pas rien qui peut le modifier, mais il peut être mis à jour.
OK, aussi qui va refaire la page. Fait qu'on se donne ici un petit... Petite fonction. OK. Fait qu'ici, là, ce qui se passe, c'est qu'on a une nouvelle fonction qui a encore un élément comme on a vu. On voit ici qu'on utilise les parenthèses pour ensuite avoir des balises de JSX qui a à l'intérieur une hiérarchie de différentes balises. Donc, on a les divs, à l'intérieur, on a le h1 Hello World, puis à l'intérieur, on a cet élément-là. Puis là, je peux voir ici que j'ai mis à l'intérieur le résultat de date local to string. OK? Puis, après ça, j'utilise une fonction qui vient avec la librairie de JavaScript. Là, c'est dans tout n'importe quel browser. J'ai un setInterval qui me permet de dire appelle cette méthode-là à toutes les 1000 millisecondes. Donc, à toutes les secondes, il refait ça. Puis, on peut voir que il va prendre l'élément, il va le render, où c'est qu'il y avait le root, puis ce qu'il va renderer, c'est cet élément-là. On peut voir ici, en fait, si je le fais rapidement, hein, j'ai mon premier render qui apparaît pendant une première seconde, avant que le premier ici le remplace, puis met le texte de notre horloge. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant? Ça va être de voir quand je veux... Oups, je ne veux pas voir le page info, je veux inspecter la page. Si je veux voir celui-là, tu me le donnes-tu quelque part? Non, c'est pas celui-là que je veux. C'est ici. Je veux juste tu me le Là, c'est moi qui t'affiche les affaires de détails de CSS. En plein milieu, il y a ouais, ce petit bouton-là. Ah, c'est pas ça? c'est ça. Faut pas que- Non, c'est ça. Voyons, il est où mon affaire? Je suis comme trop habitué que j'ai une page complète. Non, c'est dans mon inspecteur. Au pire, tu peux peut-être le sortir puis travailler à partir de là. Ouais, juste la page. Je veux juste voir que tu changes. Et... Ok, fallait juste que je l'étire. Ben attends, y a-t-il une manière de l'avoir à la place? Non? Bon ben, on va l'étirer d'abord. Pas de trouble avec ça. Fait qu'ici, ok, on peut voir... J'ai été confus juste parce que ma page était plus petite que d'habitude. Donc, à l'intérieur, en fait, si je l'augmente la taille, ça marche-tu si je fais juste ça de même? Ah, ok, c'est ça. Il était juste caché. Et voilà. Ok. Fait que, ce qu'on peut voir ici, puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand il y a quelque chose de nouveau qui change dans la page, on a ici quelque chose qui s'affiche en jaune. Fait que le principe derrière ça, c'est de dire j'ai seulement une modification quand j'en ai besoin. Donc, quand je change mon horloge, ça change le contenu ici. Puis, fait que c'est pas par polling. Okay? Donc, c'est pas la page web essaye de se rafraîchir le plus de fois possible. Puis c'est ça ici, là, vraiment, la force qui existe à l'intérieur de React qui me permet de juste changer les éléments quand on en a besoin. Donc ça, c'est vraiment une grosse partie d'efficacité de la librairie React. Ça ne va pas changer la page tant qu'il n'y a pas une modification à faire.
bon, on va voir qu'il y a des mécanismes qui font en sorte que ça devient un petit peu plus compliqué à cause de ça. Mais c'est vraiment un avantage pour avoir une page qui a plein d'informations qui peut arriver de n'importe partout, mais qui permet quand même d'être performante dans les navigateurs. Excellent. Fait que ça fait le tour des... J'ai une question. Oui. Dans le fond, dans le tick, là, c'est l'élément au complet qui se fait render encore. Attends, qu'est-ce qui se fait render? C'est l'élément, mais dans l'élément, t'as aussi Hello World et ensuite t'as l'heure. Dans le fond, React, il sait exactement changer seulement la partie qui est différente. Parce qu'on voit dans la console à gauche que c'est seulement l'heure, alors qu'il devrait changer aussi le Hello World et le LS. Exact. Bonne observation. C'est vraiment non seulement qu'il va juste changer quand il y a besoin, mais il va seulement changer les éléments à changer. Fait que lui est capable de comprendre que cette partie-là, puisque c'est pas évalué, c'est impossible qu'on ait quelque chose qui change ça. Fait que dans la manière que lui gère ça à l'interne, il est comme ça, cette affaire-là est immuable, j'ai même pas besoin de changer jamais. C'est juste lui qui va commencer à regarder à chaque fois est-ce qu'il y a quelque chose de changé, s'il y a quelque chose de changé, là je le change dans la page, et ainsi de suite. Bonne observation. Excellent. Fait que ça fait le tour du principe de la documentation. Fait qu'on a vu comment c'est quoi le minimum requis pour avoir une application en React. On a vu comment on a des éléments qui sont le JSX, qui est en fait une expression qui me permet de représenter comment construire une page, que derrière, c'est un niveau de traduction, là, il y a des appels de fonctions qui font des choses, mais nous on peut le voir comme une espèce de pseudo-HTML, comme une espèce d'hybride JavaScript HTML. Puis à l'intérieur de celui-ci, je peux avoir des accolades qui me permettent de mettre des éléments qui vont être évalués, que je peux ensuite détecter dans des retours de fonctions directement, comme j'ai besoin, n'importe quoi qui est du pur JavaScript. On a vu que React est très efficace par rapport à qu'est-ce qu'il va modifier à quel moment. Donc, on va voir que ça va revenir. Pour l'instant, nous autres, on ne va pas trop l'utiliser, mais c'est ces principes-là qui sont importants. Fait que ça fait le tour de notre documentation. Après une deuxième pause, on va aller voir le travail qu'on a à faire aujourd'hui, puis comment interpréter, commencer ce travail-là. Donc, bienvenue. On va parler un peu de ce qui va se passer dans différents exercices de la session. Donc, premièrement, on va indiquer l'exercice d'aujourd'hui. Ça va se passer comme une fois sur GitHub. Donc, vous allez devoir faire la même mécanique que la dernière fois, mais on va regarder aussi qu'est-ce qui est différent quand on va commencer à travailler avec des applications. Deuxième chose, c'est que ces exercices-là, contrairement aux exercices de JavaScript, je veux juste me dessus, je veux qu'ils soient tous complétés et fonctionnels. Pour les exercices, comment ça va se passer à partir de maintenant, c'est que durant la première heure de chaque cours, donc j'ai durant la première heure, si vous n'avez pas quelque chose de fonctionnel, donc vous allez pouvoir venir dans la première heure comme une espèce de débogage individuel. Ça veut dire que si vous n'avez pas réussi à faire marcher les choses en deux cours, vous pointez durant la première heure, puis on va le déboguer ensemble pour réussir à le faire marcher. Le principe ici, c'est que pour chacun des exercices que je donne, je veux qu'ils soient complétés, et je veux parce qu'ils sont évalués. Ici, dans le chat,
chacun des cours pour s'assurer que c'est bon. Parce qu'après ça, moi, je valide que c'est fonctionnel, puis je donne des points pour qu'on puisse avancer. Donc, inversement, si pour les C et 6, ça veut dire qu'on fait l'exercice aujourd'hui, si tu réussis à le faire dans la demi-heure, si tu réussis à le faire dans une semaine, ben, good job, tu peux te lever à 9 heures les matins. Okay? Donc, je pense que ça vous donne des incentives à pouvoir le faire. Mais c'est ça, si c'est pas réussi, pointez, puis on va y aller individuellement pour être capable de les débrouiller ensemble. Donc, on va aller regarder à quoi ça ressemble. Travailler avec ça. On va aller regarder sur fait que si on regarde à quoi ça ressemble, notre projet. Okay, donc, on a commencé par le système. Fait qu'on a nos fichiers de base. Puis, très important, ce qu'on a en fait, c'est le menu qui nous dit qu'est-ce qui va se passer dans cet exercice. Ici, c'est pour se familiariser avec la création d'une application React, puis l'utilisation des différents composants de notre application. Donc, on veut ici créer une application qui va afficher des citations. Okay? Moi, je vais fournir des éléments. Donc, tu peux voir ici, on a déjà des éléments à l'intérieur qui sont disponibles. Et quand on va importer le projet, il va falloir importer le projet de manière qui est fonctionnelle pour se faciliter la vie. Donc, de cet élément-là, on va cloner le projet. Donc, on peut le cloner comme si on le faisait avec GitHub Desktop. Je vais vous montrer aussi des manières alternatives. Pour vous dire la session, je vais vous montrer des manières différentes de faire les choses. Dans WebStorm, on a la possibilité d'avoir un accès direct à nos différents éléments. Donc, on peut voir ici, on a le New Project. Mais si je décide, je peux faire Get from Version Control. Puis à partir de là, je peux même me connecter à mon compte GitHub. Tu me passes. J'ai maintenant dans WebStorm la liste de mes repositories. Je vais l'appeler un autre manière, code ici qui me permet d'aller chercher l'adresse. Et tu peux aller chercher directement. Pas de problème. Donc, tu peux le faire par GitHub Desktop, mais il y a toujours des manières différentes.
si tu le fais dans GitHub Desktop, tu vas juste pouvoir l'ouvrir directement à partir de WebStorm. Ici, qu'est-ce qui est important, c'est que quand on va chercher un projet de React sur GitHub, quand je gère le projet, je n'ai pas besoin de traiter tous les éléments à l'intérieur ne sont pas tout le temps tout sauvegardés. Parce que le paquet de patterns qui est téléchargé, c'est tout le temps la même chose. J'ai pas besoin de le sauvegarder dans le dossier de gestion de projet, parce que sinon ce serait trop gros, trop lourd pour rien. Le principe, c'est que quand je télécharge le projet, j'ai un package.json qui va me dire c'est quoi les différentes librairies que j'ai besoin d'utiliser. Je peux voir ici, c'est là que React est présenté. Pour être capable d'utiliser un projet React qui vient de quelque part d'autre, on a vu que quand on travaille avec un nouveau projet, je peux faire Create React App, mais quand j'ai un projet déjà préfet, puis je veux juste installer les librairies qui sont supposées être là, je ne vais pas utiliser le Create React App, je vais utiliser le React, je vais utiliser npm install à la place. Puis on peut voir que dans WebStorm, c'est automatique. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit autre que de cliquer sur le gentil piton Run npm install. Puis ça va installer toute les librairies. Quand vous allez arriver dans votre projet, vous clonez le projet, puis à l'intérieur du projet, pour pouvoir faire npm start, il faut faire npm install avant. Donc, c'est ça qui installe toutes les librairies qu'on a besoin. Une fois qu'on va passer au travail de ça, on va attendre un petit peu, on va regarder pendant ce temps-là qu'est-ce qu'on est supposé de faire. Le principe, c'est qu'on a l'application par défaut qui est installée, puis moi je vous donne un fichier d'un tableau de stations. Vous savez que chaque station contient une station et son moteur. On a le moteur, on a les stations. À partir de ça, moi ce que je veux créer, c'est une application qui va me permettre de montrer des citations à l'écran. Ici, on va regarder l'architecture de base de l'application qui vient avec React. Parce que cette architecture-là, ce scaffolding-là, c'est pas mal tout ce qui est tout le temps réutilisé. C'est important de devenir familier avec. On se souvient qu'on a le principe fondamental qui nous demande d'avoir le React Render disponible. Donc c'est ça qui va générer notre page web. On peut voir ici qu'il est dans le index.js, il y a le React Render, on a le document, et ici ça va bien. Là on peut voir qu'il y a des affaires de plus, puis principalement il y a l'appel à un élément qui s'appelle app. Là ici, quand on travaille avec des applications React standard, il va toujours avoir un index.js, puis il va y avoir un app.js qui va être l'application elle-même. C'est dans le app.js que nous, on va aller travailler. Si on regarde ici, on a le app.js, puis on a une fonction qui s'appelle app, qui va juste retourner qu'est-ce qu'on a besoin. Donc ça ici, c'est la méthode par laquelle on va voir pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Pour l'instant, nous, on va juste venir à l'intérieur de ça, je vais venir travailler avec ce contenu. Et là ici, j'ai installé mon npm install, c'est fait. Là, je veux rouler mon projet. Pour rouler mon projet, si j'étais dans ma ligne de commande, je peux juste marquer npm start ou run start. Là ici, tantôt, il y avait le Python run, mais là, il n'est pas là. Pour aller chercher ces éléments-là, dans le menu de WebStorm, on a le npm qui est disponible, qui va me permettre de avoir la présentation que je vais avoir. Donc moi ici, je vais avoir mon npm start, puis on a le npm start qui est disponible. Donc on a la
on a une page web, puis on peut voir ici que les citations sont supposées apparaître ici. Moi, j'ai déjà mis du code qui va nous permettre de travailler avec les différentes citations. Okay? Donc ici, j'ai un petit console log pour voir qu'ils existent et qu'ils sont disponibles dans la liste. Si j'inspecte ma page, je peux aller voir dans la console et je peux voir ici que j'ai la liste des différents quotes qui sont disponibles avec l'auteur et l'élément que je veux avoir. Donc, si je veux avoir des citations à l'intérieur, ben si on tombe dans le une, je pourrais ici dire list, quotes, c'est un tableau. Je vais chercher le troisième. Ici, on peut voir que ça va chercher dans mon tableau de quotes le numéro 3. Et ça va chercher le quote, ça l'affiche. Okay. Donc, ça me permet de travailler avec le projet. Donc ici, qu'est-ce que nous, on veut faire? C'est quoi qu'il faut créer ici? Il faut arriver à l'exemple ici, puis le but c'est notre application. Il faut qu'elle prenne 3 citations de manière aléatoire, puis qu'elle les affiche à l'écran. Okay? Donc ici, il y a un exemple de ce que ça devrait donner à la fin, de 3 citations, une en l'autre. Okay? Puis, tu veux qu'à chaque fois que tu rafraîchis la page, ça change les citations. Il va falloir trouver une manière aléatoire, sélectionner une citation de manière aléatoire, retourner cette information-là, puis après ça, utiliser ça 3 fois à l'intérieur d'ici. Pour être capable de faire ça, pour savoir si c'est fonctionnel ou pas. Il y a des tests qui sont faits. Donc on va possiblement voir si on a le temps dans la session là, comment les tests fonctionnent, mais le principe c'est que ça va vérifier à l'intérieur de la page est-ce qu'il y a les bonnes informations que je recherche. Donc pour rouler les tests, okay, c'est un autre mécanisme. On avait le NPM Start, ben, on a le NPM Test qui est disponible. Donc le NPM Test, c'est un autre logiciel, une autre librairie qui s'appelle Jest, qui vient avec le NPM qui est là-dedans. Puis qui va nous permettre de tester notre site web par rapport à les tests qui ont été faits préalablement. Donc ici, si je regarde en ce moment, j'ai des tests. Okay. Si je viens puis là je peux voir qu'il y a 2 tests qui ne marchent pas. Les 2 tests en ce moment, on peut voir que j'en ai un premier test qui est je veux avoir une citation de la liste, un premier test, puis 3 citations de la liste différentes. Si je remets ce que j'avais auparavant, qui était juste une citation directe, ben, ça me permet de passer un des tests. Je vois qu'il y en a un qui est passé, mais j'en ai encore pas 3 qui est affiché. Donc moi, je veux des citations qui sont automatiquement générées. Une fois que tu as tes 2 qui sont passés, tu peux aller communiquer ça sur GitHub. Puis GitHub a une gestion automatique de ces tests. Si on regarde, quand on regarde les différents commits, donc moi j'ai créé ça il y a 3 ans, ça va automatiquement essayer de faire les tests qui sont inclus. Puis ça va me dire est-ce que les tests ont passé ou pas. Donc, si tu réussis à passer les tests, puis après ça, quand tu commits,
le petit élément ici va me dire que ça va passer avec un petit crochet vert. Le petit crochet vert, c'est ça qui m'indique que vous avez réussi l'exercice. Donc, il faut se rendre au petit crochet vert sur GitHub. C'est pas mal ça le devoir qu'il y a à faire aujourd'hui. Donc, il faut aller cloner le projet. Donc, 3 étapes. Donc, étape 1, cloner le projet. Étape 2, faire npm install dans le dossier du projet. Après ça, étape 3, on a npm start pour partir la page. Quatrième étape, on va modifier pour faire afficher les stations. Et étape 5, une fois que c'est fait, on va faire npm test pour valider. On a différentes actions qui ont besoin d'être faites. Le restant de la période est consacré à ça. Si vous avez des problèmes, si ça ne tourne pas bien, si vous n'êtes pas capable d'avoir la page web de base, n'hésitez pas, on va être là pour vous aider. Encore une fois, moi je veux que tout le monde réussisse les laboratoires qui vont être évalués à chaque cours. Moi je vais garder la première heure de la prochaine période. Si vous n'avez pas réussi à avoir la version finale, les tests qui passent, présentez-vous à 8h mercredi. On va le déboguer ensemble, puis on va faire en sorte qu'on s'assure que ça marche.